Bon, c'est parti pour l'électronique. Donc il faut que je mette un Raspberry, une carte relais, une alim, j'ai pris une petite alim chinoise, et après je rajouterai aussi tout ce qui est circuit, l'eau, le dissipateur, etc. Mais là je veux d'abord mettre l'électronique pour tester rapidement si le capteur marche encore, si le module Peltier arrive à produire de la chaleur ou pas. Voilà la disposition que j'ai choisie, c'est vraiment pas évident. Donc ça c'est le boîtier de la carte relais, ça c'est le boîtier du Raspberry, ça c'est la lime, et là il faut qu'il me reste de la place verticale pour mettre 2 bouteilles d'eau, pour gérer l'humidité, etc. Et le système de refroidissement. Donc je suis obligé d'avoir beaucoup de place ici en vertical parce que les bouteilles c'est long. Et en même temps il ne faut pas que mes composants électriques soient trop proches de la tâche pour que quand j'ouvre, je ne prenne pas le risque d'arracher un câble. Donc c'est très peu évident en fait. Il n'y a pas de bonne configuration, c'est trop petit. Donc je pense que c'est ça à peu près le moins pire que j'ai pu concevoir. D'autant que je suis obligé de mettre la carte Raspberry côté de la carte relais pour que les fils puissent commander en GPIO. Voilà, c'est fixé, c'est vissé. Maintenant il faut mettre les composants dedans, notamment par exemple la carte relais. Le problème c'est que donc ces pièces que j'ai designées là avec FreeCAD et imprimées avec une imprimante 3D, je vous mettrai des liens pour les télécharger, les fichiers STL et FreeCAD. Le problème c'est que quand je les avais designés pour une carte relais ils marchaient bien. Sur notre carte relais ils sont trop petits. Je pense qu'ils n'ont pas tout exactement la même taille, il faut mettre un petit coup de lime pour ajuster avant de pouvoir le glisser dedans. Voilà, je vais limer le bord avec une lime pas trop forte pour que le travail soit propre. Je vais faire des deux côtés parce qu'il faut que j'enlève quand même pas mal de matière, un bon millimètre, et il n'y a pas beaucoup de matière entre le trou et le bord. Donc il faut vraiment que je fasse des deux côtés pour que ça en enlève moins de chaque côté. Voilà, après le limage, j'ai réussi à le faire rentrer. En fait on glisse, puis après avec le tournevis, on vient pousser dans les coins là comme ça, pour l'enfoncer petit à petit et il se coince. Maintenant il faudra que je mette le Raspberry ici. Ça sert à rien de me précipiter parce qu'il y a beaucoup d'opérations à faire avec le Raspberry, notamment installer le système d'exploitation, les trucs de base sur la carte mémoire avant de le fixer ici. J'ai acheté des petites bouteilles au supermarché, elles vont me servir la première pour faire l'humidificateur et la deuxième pour faire le réservoir d'eau pour le système de refroidissement du module Peltier. Maintenant je dois designer des pièces sur FreeCAD pour pouvoir les fixer contre la planche. Voilà, la pièce est designée, donc maintenant j'ai plus qu'à la mettre dans l'imprimante 3D. Voilà, j'ai ma pièce d'imprimante 3D, je vais la visser ici comme ça, je mettrai des petites équerres en métal en dessous, et je pourrai poser mes bouteilles dedans, elles seront fixées. Voilà, c'est vissé, on va rajouter les équerres. Voilà la première équerre, on va mettre la bouteille pour voir si c'est la bonne hauteur, puis on mettra la deuxième équerre. Voilà, on a l'air bon, je vais mettre la deuxième équerre et la deuxième bouteille. Et voilà, on a les deux. L'une qui servira pour humidifier et l'autre qui servira pour le circuit de refroidissement. Là, nous avons deux pompes. Une pompe à eau pour le circuit de refroidissement et une pompe à air pour l'humidificateur. Chacune de ces pompes sera associée à une bouteille. Autant la pompe à air doit être fixée à l'extérieur, autant la pompe à eau peut être glissée dans la bouteille. Je me rends compte que le diamètre de la pompe correspond au diamètre du goulot. La seule chose, c'est qu'il faut réussir à faire entrer ça au début. Donc je vais utiliser une pince pour tordre un peu le goulot, pour l'agrandir un peu, pour pouvoir le rentrer en force. Mais d'abord je vais mettre un petit bout de tuyau ici peut-être. Voilà, j'ai mis mon petit tuyau, je vais essayer de le rentrer maintenant dedans. Malheureusement c'est un échec, il va donc falloir envisager de découper le goulot. Voilà, comme j'ai changé de tube, comme j'ai coupé la bouteille, je vais pouvoir le glisser dedans et faire sortir le tube et le fil par le bouchon. Ceci étant fait, maintenant il me semble judicieux de mettre du scotch ici autour de la bouteille avec un scotch étanche. Voilà, on ne recherche pas une étanchéité parfaite, même si ça aurait été mieux, mais on veut limiter au maximum l'évaporation de façon à ne pas avoir besoin de le remplir trop souvent. Pour ce qui est du compresseur, il n'y a pas besoin de le mettre dans la bouteille, donc il va falloir que je fasse un système de fixation pour le mettre quelque part fixé à la planche pour après mettre les tuyaux. Voilà, j'ai ma pièce.
et ça glisse à l'intérieur. Donc je vais mettre un élastique autour du moteur pour que ça se coince un peu dedans. Voilà, avec l'élastique. Cet élastique, en fait, c'est une rondelle, enfin une tranche de chambre à air de vélo. Alors je vais aller le visser sur le support. Et voilà, il est vissé. Bon, pour ce projet, je vais utiliser un Raspberry Pi Zero. Le Raspberry Pi Zero, il faut mettre une carte SD dedans de au moins 32 Go. Et cette carte SD, d'abord, il faut la mettre dans une espèce de machin comme ça, qui est un convertisseur carte SD USB pour mettre dans le PC. Et après, dans le PC, il y a des logiciels qui peuvent permettre d'installer le système d'exploitation. Et notamment, il existe cet outil qui s'appelle Raspberry Pi Imager. Donc, je vais l'ouvrir pour vous montrer. Voilà, grosso modo, ça ressemble à ça, avec trois parties. Vous choisissez votre OS, donc vous pouvez mettre Raspbian Pi par exemple. Vous choisissez ensuite le support USB sur lequel est branchée votre carte SD, et puis vous pouvez écrire et il vous l'enregistre dessus. Et après, vous n'avez plus qu'à mettre la carte SD que vous sortez du machin pour la mettre dans le Raspberry. Ici, là, attention ce port-là. Là, on le voit sur le côté. Pour plus de détails sur toutes ces procédures, je vous renvoie à ma vidéo sur la fabrication du système qui dose l'engrais automatiquement dans mon système hydroponique. C'est exactement la même chose. Bon, après avoir entré le mot de passe Wi-Fi, je vais installer OpenSSH Server, comme ça je pourrai continuer le reste des manips depuis mon PC en me connectant en SSH par le Wi-Fi sur mon Raspberry. Bon, il y a quand même une petite subtilité sur le Raspberry, il faut ouvrir pas d'autres configurations et activer manuellement le SSH, le I2C pour avoir le bus et le GPIO pour les commandes. Bon, j'ai un fil électrique, là je le dénude et je vais aller le brancher sur la lime quoi, phase, neutre, éther. Là on a un petit symbole sur le métal, je sais pas si on les voit. Et donc je sais où les mettre. Et de l'autre côté, plus tard, je rajouterai une prise. Voilà, c'est vissé. Il ne restera plus qu'à faire l'autre côté. Maintenant, il va falloir que je fasse un système de fixation pour fixer mon système de refroidissement. Sûrement une barre ici en plastique pour le visser contre la planche. La pièce de fixation pour le système de refroidissement est terminée, je vais donc pouvoir le visser sur le bois. Voilà. Malheureusement, j'ai pas pu le mettre là. Je voulais te mettre sur le côté, mais il n'y avait aucun endroit où je pouvais le mettre, où il y avait la place sans que ça bloque ça, ou que ça interfère avec l'électronique ou l'électricité. Donc j'ai mis là le système de refroidissement. Bon, il y a un peu de jeu, c'est pas bien grave, en tout cas il peut pas bouger. Maintenant, tous les problèmes qui restent sur ce système, c'est câblage et programmation. Dans l'idéal, moi j'aurais préféré d'abord avoir la prise électrique qui va arriver bientôt, et ensuite tout câbler pour tester si c'est bien câblé au fur et à mesure. Bon voilà, je vais mettre le fil dans la prise que je viens de recevoir. Donc les deux côtés là, et la terre c'est au milieu. Il y a une petite vis pour serrer ensuite. Bon, j'ai dénudé les fils pour les mettre dans la prise, comme je disais tout à l'heure. Malheureusement, ça tient pas tellement bien dans ces espèces de sucre. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais mettre une couche de... Merde, je sais plus du tout comment ça s'appelle avec les fers à souder, là, d'étain. Je vais mettre une couche d'étain autour. Ça fera quelque chose de rigide qui se plug facilement et que les vis pourront retenir. Pour faire ça, je vais utiliser un fer à souder et du fil d'étain et je vais mettre sur le fil, hein, comme si je voulais souder des composants. Et voilà le travail. Ça sera beaucoup mieux pour le mettre dans les trous. Et voilà, comme vous pouvez le voir, le truc sont bien mis. Ensuite, j'ai plus qu'à passer le fil dans ce truc bloquant et puis refermer la prise et la visser. Et voilà le travail. Je vais pouvoir brancher la lime à l'électricité et du coup faire le câblage et tester. Bon, j'ai pas l'habitude de faire du câblage, donc ça va se faire un peu à l'habitude, je le fais un peu à la démerdade. Mais là, étant donné que je vais en avoir vraiment beaucoup,
je préfère essayer de prévoir le coup. Donc en gros il faut que j'alimente. Voilà. Donc là on a le bout de cette pompe. Donc il me faut 2 fils, un vers la masse. Alors, on va compter déjà les masses. Donc ça fait une masse, 2 masses, 2 masses ici finalement. Une masse, 2 masses, 3 masses parce qu'il va falloir alimenter le Raspberry. 3 masses, les ventilateurs, 4 masses. Et là, on va avoir besoin de 2 masses pour ici en fait. Ah zut. Si là, ils sont là, ça va. On a bien les fils ici de sortie pour le module Peltier. Donc, ah merde, j'ai oublié. Donc ça fait une masse, 2 masses, 3 masses, 4 masses, 5, 6 masses. Donc il faut prévoir 6 masses, sauf erreur de ma part, je recompte 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 masses, et pour les alimentations, 1, 2, 3, 4, 5 et 6. Ouais, donc 6 à chaque fois évidemment. Donc je vais prévoir des sucres pour faire ça. Pour ce qui est du compresseur, il n'y a pas besoin de le mettre dans la bouteille, donc il va falloir que je fasse un système de fixation pour le mettre quelque part fixé à la planche pour après mettre les tuyaux. L'ennui, c'est que j'ai l'impression que je vais trop vite. Je pense que la première chose intelligente à faire, c'est déjà de faire marcher la Raspberry et de la relier au relais. De cette façon, je pourrais tester comment marchent les relais en activant les interrupteurs. Comme ça, je saurais mieux comment câbler ce qu'il y a après. Donc, première étape, relier la Raspberry. Voilà, donc j'ai finalement reçu ces espèces de mini composants, on leur donne du 12 volts et ils font une USB d'alimentation. Donc il faut que je prépare 2 fils ici, un là et là pour le plus et le moins. Et là j'ai le petit câble micro USB pour relier ensuite le Raspberry aux composants. Donc maintenant je vais souder 2 fils ici. Voilà, donc j'ai un petit morceau de câble ici, je vais le dénuder et je vais le souder là avec mon fer à souder un peu d'étain. Voilà, c'est fait. Je veux dire, c'était pas facile, mais bon, j'ai réussi. Maintenant, je vais le relier à la lime et au câble, à la Raspberry, pour voir si ça marche. Voilà, donc j'ai relié mon fil rouge et mon fil bleu à la lime, puis au composant, puis j'ai branché mon micro USB, et ça, je vais le brancher au Raspberry, et après, j'ai plus qu'à brancher la lime pour voir si ça se passe bien. Donc là j'ai bien une petite lumière rouge qui s'allume, c'est bon signe, par contre, ouais, faiblement allumée, et là j'ai une petite LED verte qui clignote. La bonne chose à faire maintenant, c'est d'aller voir sur mon ordinateur si j'arrive à m'y connecter, si je la vois avec le Wi-Fi. Voilà, donc là je vois qu'il est bien joignable, donc le Raspberry fonctionne. Il s'appelle... Alors, l'étape suivante naturellement pour moi, ça va être de câbler les GPIO du Raspberry sur les ports ici de la carte relais, avec des fils comme ça. On peut acheter hein, sur AliExpress partout. Donc je vais essayer de faire le câblage. Pour information, donc en fait il faut câbler le plus 5 volts ou plus 3,5 volts de la Raspberry avec le plus 5 volts de la carte relais, la masse de la Raspberry avec la masse de la carte relais, et après je vais câbler les ports GPIO de 11 à 18 au port de 1 à 8, donc des 8 relais, de 1 à 8. Voilà, donc je me suis imprimé la map sur internet, j'ai juste à suivre. Donc là on voit les 5 volts en haut à droite, les GND c'est les masses, et GPIO bah, de 11 à 18 comme je vous disais, donc j'ai 11, 12, 12, ouais, 13. Ce que je veux pas en fait c'est utiliser les ports orange ou gris. Et voilà, là on voit j'ai le 14 et le 15, parce que ils peuvent être utiles pour brancher d'éventuels capteurs. Donc je vais me concentrer sur les jaunes, donc ce sera peut-être pas de 11 à 18. Là j'ai 5, 6, 13, 19. Peut-être je vais utiliser tous ceux de gauche et puis je vais noter soigneusement lesquels j'ai branchés à quel relais pour ne pas utiliser d'autres ports qui pourraient être utiles. Voilà, tout a été câblé. Maintenant il faut voir si ça marche. Je vais aller chercher un multimètre. Bon, donc grosso modo, j'ai mis mon multimètre en mode où ça sonne quand les deux bouches se touchent. Et donc je vais regarder les relais avec. Et en même temps, je vais commander un SSH mon Raspberry
pour vérifier, pour activer ou désactiver les différents ports GPIO. Bon, maintenant que je suis connecté en SSH sur mon Raspberry, je propose d'activer un GPIO sur 2 de ceux que j'ai câblés sur la carte relais pour voir l'influence que ça va avoir sur cette carte relais. Donc là j'ai ma map, j'ai mes trucs, c'est tous ceux qui sont jaunes, de là à là ça fait de 1 à 8, donc je vais activer le 18, le 23, etc. Pour ça je vais utiliser les commandes qui sont là. Donc je vais le mettre en mode, je vais tous les mettre GPIO mode output, et ensuite je vais mettre un write 0,1 ou 0, ouais 1. Bon, il y a eu un petit changement de programme, j'ai pas réussi à installer la librairie que j'utilisais d'habitude, donc je suis passé à la librairie Python qui permet d'utiliser le GPIO. Donc j'ai installé la librairie, j'ai ouvert Python 3, j'ai rentré les commandes là en suivant l'exemple qu'on a ici. Et puis je vais essayer de voir les conséquences que ça a. Pour le moment, j'ai juste mis le GPIO 18 en mode out. Je vais aller voir la carte relais parce qu'il me semble que ça a une influence quand on change son mode. Voilà, effectivement, on voit bien l'influence puisque là, on a une LED qui s'est vraiment allumée là dans le premier, celui que j'avais activé. Donc je vais activer tous les autres et je vais retoucher avec le voltmètre pour voir si ça bip. Pour le moment, j'ai pris les deux du haut à chaque fois sur chaque relais et ils sont reliés entre eux. Et là, dans cette étape, après, on verra s'ils sont toujours reliés entre les deux du haut. Voilà, je les ai tous activés, je vais aller voir ce que ça donne. Et voilà, tout semble être câblé correctement. Je vais regarder avec le voltmètre quand est-ce que ça fait bip. Donc dans cet état, le bip se fait toujours entre le troisième ici en partant du bas et le deuxième. Maintenant je vais essayer d'en mettre 1 sur 2 en position 1 et 1 sur 2 en position 0. Voilà, c'est fait, il ne reste plus qu'à aller voir. Donc on constate bien qu'on en a 1 sur 2 qui est allumé. Ce qu'on remarque, c'est quand il est en position haute, la LED est éteinte, et quand il est en position basse, la LED est allumée. Maintenant, je vais regarder avec le ohmmètre si c'est toujours entre le troisième et le deuxième qu'il y a le contact pour les uns et pour les autres. Donc, après avoir passé le voltmètre, on constate donc c'est toujours une liaison entre la vis du milieu, et c'est soit la vis du haut si la position est sur 0, soit la vis du bas si la position est sur 1. Donc quand la LED est allumée, le contact est entre la vis du milieu et la vis du haut, et quand le LED n'est pas allumé, donc que le GPIO est sur 1, ou height, le contact est entre la vis du milieu et la vis du bas. Maintenant, on est bien sûr de comment marche la carte GPIO, qu'elle a bien été câblée au Raspberry. On va donc pouvoir commencer à câbler les relais à la lime, etc. Donc il va falloir que j'enlève ces fils, que je coupe le courant, et puis que je place les masses et autres. Alors, c'est l'heure de faire du câblage. Donc je vais récupérer ces deux prises mâles. Je vais mettre les fils noirs ensemble et je vais laisser les fils rouges pour les mettre dans les relais. Les deux seront reliés à la même masse. Et là, avec un truc femelle, je me fais un petit fil pour après le relier ici au compresseur. De cette façon, un sera relié à lui et l'autre sera relié à la pompe qui dispose déjà d'une prise femelle. Donc c'est parti, je soude tout. Voilà, maintenant allons faire le câblage. Voilà, donc j'ai mis les deux rouges là où ça mettrait du jus quand ce sera en position 1. Là j'ai la masse qui traîne, va falloir que je la relie à la masse. Et là, mauvaise surprise, ce truc là rentre pas du tout dans ce truc là. Donc je vais couper ici et ici et je vais relier les fils directement. Pareil là, les prises des ventilateurs, je pense, je vais couper, je vais mettre les noirs et les rouges ensemble. Et puis je vais relier au même que celui-ci là. Celui qui contrôle la pompe à eau, puisque la pompe à eau, le système de refroidissement fonctionneront toujours en même temps. Il faut que je prévoie un fil aussi pour relier donc le module Peltier qui dépasse là et l'amener ici aussi pour pouvoir construire mon petit bricolage quoi. Bon, j'ai réfléchi à la manière dont je pourrais faire l'inversion des pôles au niveau de mon module Peltier. Donc là par exemple, il y aurait un relais. Donc les deux bornes du module Peltier ils seraient reliés en haut et en bas, et au milieu du relais on aurait le plus, et pareil pour le moins, on les relierait une deuxième fois en haut et en bas d'un autre truc et on aurait le moins, et au niveau de l'alimentation qui va arriver au milieu du relais du plus, et ça passera d'abord par un autre relais qui pourra couper le jus pendant que l'inversion se fait, ou couper tout court pour qu'il ne se passe rien dedans. Donc il me faudra 3 relais.
Voilà, j'ai préparé un nouveau fil pour relier le module Peltier à la carte relais. Voilà, j'ai branché mon première extrémité de mon fil sur les milieux des relais 3 et 4. Et maintenant, l'autre côté, il va falloir que je le soude là derrière au petit fil qui dépasse. Voilà, donc je viens de souder l'autre côté. Maintenant, je vais continuer mes petites opérations avec de ce côté-ci le problème que j'avais ici entre lui et lui, où il faut couper les fils du coup. Voilà, les prises ont été enlevées et ça a été soudé. Je pense qu'il faut ajouter un petit scotch pour être vraiment sûr que les deux soudures ne se touchent jamais et faire passer un court-circuit. Voilà, on a mis les petits scotch. Bon, quand il va falloir câbler la partie puissance, il est clair qu'on va être obligé de faire sortir deux câbles rouge et noir à la place de ceux qui sont déjà là, sur lesquels viendront se greffer tous ceux qui ont besoin de la masse et de la tension, donc tous les autres câbles que je vais relier au relais. Voilà mon petit élément de fil, je vais le glisser maintenant là dans la lime à la place de ça. Voilà, donc ce que je propose maintenant pour aller plus loin, c'est d'abord de couper les câbles des ventilateurs ici pour essayer de les faire toucher là pour voir si ça les fait tourner, pour les connaître un peu mieux avant de passer à la suite. Bon, après le test, il semblerait que juste relier le rouge au plus et le noir au moins, ça suffise à faire tourner le ventilateur. Donc il n'y a pas besoin de... Il n'y a pas besoin de relier le jaune. Donc c'est le plus facile que ce que je pouvais espérer, donc je vais pouvoir le monter et le relier comme j'ai envie. Donc j'ai préparé une rallonge que je vais mettre aux deux ventilateurs reliés par les plus et moins. Voilà, c'est soudé, maintenant il va falloir mettre le scotch pour pas que ça se touche. Voilà, le scotch est mis. Donc la masse qui est reliée là rejoint les autres masses qu'on avait déjà. Et le fil rouge qui est là, je vais l'étamer avec le fer à souder et je vais le mettre au même endroit que celui qui commande la pompe qui est là. Parce que quand cette pompe fonctionnera, il faut que le refroidisseur fonctionne en même temps. Voilà, j'ai fait en sorte de les mettre au même endroit dans la partie basse ici du relais. Donc maintenant on a à la fois celui-là ça n'a rien à voir. On a à la fois les ventilateurs et la pompe à eau qui sont reliés à ce relais. Maintenant, il faut que je continue à essayer de relier les trucs. Voilà, j'ai réalisé cette pièce un peu spéciale. Donc ici, les deux bouts sont reliés entre eux. Et là, on a deux fils. En fait, dans les deux, ce sera la masse, même si la couleur rouge. Et là où j'ai mis donc mon module Peltier, je vais mettre les deux extrémités de mon truc dans les deux parties basses des relais. Pourquoi dans les parties basses et pas dans les parties hautes? Pour que à l'état 0 de repos, le court-circuit soit entre les deux masses et non entre les deux puissances ou une puissance et une masse. Donc de cette façon-là, je pense que c'est plus sûr. Et évidemment, l'autre extrémité, je le relierai à la masse, simplement. Voilà, donc j'ai fixé toutes les masses ensemble. Maintenant, je vais les souder tout en même temps. Maintenant que toutes les masses sont câblées, il faut câbler tous les pôles plus. Et donc, un qui doit être relié à ce relais, un qui doit être relié à ce relais, et un sur ce relais-là, sur les parties hautes aussi. Donc déjà je vais prendre, ça fait 4, donc je vais refaire comme la dernière fois avec mes fils. Donc comme j'avais fait ici pour les masses, j'ai deux fils comme ça. Voilà mon nouvel arrangement de fils, donc 4 fils ici, dénudés, torsadés et étamés, et ce côté-là je les ai tous mis ensemble. Ce côté-là il va aller avec tous les plus ici, et ces côtés-là ils vont aller sur chaque relais. Donc pour les deux relais là du haut, ils vont aller au-dessus, et deux relais du bas, ils vont aller au milieu. Alors sachant qu'en fait, oui, il y a un problème. En fait, les deux plus ici, je dois séparer en fait, pour avoir deux fois ce câble, comme ça. Voilà, donc finalement j'ai mis que la moitié. Deux fils qui sont reliés là sur les deux du bas, sur la jonction du milieu. Et l'autre partie, je vais faire un nouveau petit Y, vous allez voir. Bon, en fait, là sur les parties hautes, ici et ici, je vais relier ça à un au-dessus où je vais le mettre sur la partie basse.
Voilà, c'est fait. Maintenant, je vais relier la partie centrale de ce relais au pôle plus avec un fil. Voilà. Donc là, on a le dernier câble ajouté ici et j'ai mis tous les plus ensemble. Et maintenant, il va falloir que je les soude. Et voilà, c'est fait. Maintenant, il faut que je mette le scotch sur le plus et les moins pour pas qu'ils se touchent. Voilà, c'est scotché. On va bientôt pouvoir tester tous les actionnaires en puissance. Bon, le moment de vérité a sonné. Je vais le brancher et je vais voir si rien n'explose ou crame. Je viens de le brancher. Tout semble être allumé en même temps. Je sais pas ce qui se passe au niveau du module Peltier. J'espère que c'est pas en train de cramer. Si je touche le fil, il est pas chaud. Normalement, soit c'est les deux plus qui sont reliés, soit c'est les deux masses, donc il n'y a pas de risque. C'est problématique que tout soit allumé de base. Maintenant, je vais essayer d'enclencher de mettre en mode out tous les relais avec le script Python pour voir si ça éteint tout. Donc j'ai codé un petit script en Python pour tous les mettre en mode out en même temps, de façon à éviter surtout qu'on ait à un certain moment le plus et le moins reliés directement par les relais. Voilà, je viens de lancer mon script, donc là tout est éteint. Pas d'odeur de brûlé, rien qui brûle, donc c'est plutôt encourageant. Maintenant je vais tester une par une toutes les fonctions. Et malheureusement, ma première mauvaise surprise, la pompe ne tourne pas alors qu'elle devrait tourner. Donc il va falloir que j'étudie ça. Probablement je vais utiliser le multimètre pour mesurer la tension qu'on a ici, si elle existe. Bon, plus qu'improbable, c'est manifestement lié à un mauvais contact dans cette prise. Avec toutes les soudures que j'ai fait, tout fonctionne, mais le seul truc qui a été fait et acheté ne marche pas. Cette prise est nulle. Faut que je l'enlève et que je fasse des soudures directement entre les fils. Voilà, c'est fait. Je vais retenter maintenant en réactivant le script. Voilà, tout fonctionne. Maintenant, avant de tester les relais qui activent le module Peltier, il faut que je finisse de mettre en place le dissipateur thermique, donc en reliant les tuyaux à la pompe et au refroidisseur. Donc je vais faire le câblage des tuyaux. Bon, les diamètres de tubes sont pas les mêmes. Le tube qui passe par la pompe est plus petit que les gros tubes qu'il faut mettre ici. Donc je vais juste mettre des sorties comme ça, deux morceaux de tubes ici, et je mettrai des petits tubes que je glisserai à l'intérieur comme ça, en espérant que ça soit assez pour être étanche. Je vais rajouter des colliers aussi là où je vais brancher les gros tubes. Voilà, les deux tubes sont mis. Maintenant, il y en a un qui va aller vers la bouteille, un qui va aller vers ici, et d'ici, il faut que ça revienne à la bouteille. Voilà, tout est en place. Maintenant, il faut tester l'étanchéité, et c'est là le moment qui fait le plus peur. Donc les endroits où ça peut fuir, c'est ici, ici, là, là. Bref, comme tout l'électronique est de ce côté-là, a priori ça devrait bien se passer. Je vais mettre de l'eau dans la bouteille et je vais allumer la pompe. Nous pouvons commencer l'analyse des fuites. Donc là on voit des gouttes, il y a des gouttes qui tombent. Donc on a a priori des fuites en haut, ici. Et là en bas, pas trop en fait. Donc toutes les fuites sont essentiellement en haut. On va voir si elles sont au-dessus aussi du... Là. Pas de fuite observable. Donc les principales fuites, elles sont vraiment ici. Voilà. Est-ce qu'elles vont passer toutes seules? Je ne sais pas. Comment est-ce que je pourrais les diminuer? Il faut que je trouve un moyen. Malheureusement, je crois bien avoir fait une bêtise. C'est un tuyau que j'utilisais pour l'arrosage, donc il est percé. Il y a des petits trous par endroits, d'où des fuites d'eau. Du coup, il faut que je change le tuyau. Bon, en attendant les tuyaux, je viens de câbler donc le capteur thermique au port I2C. Donc deux câbles pour la lime et deux câbles pour la communication qui sont qu'on peut retrouver ici. Donc, en gros, j'ai mis un nouveau 5 volts et une nouvelle masse. J'ai relié les deux autres ports à SDA et SCL ici pour la communication en bus. Maintenant, il va falloir que j'essaye de les tester.
Bon, malheureusement, mon Raspberry a cramé pendant que j'essayais de faire marcher le i2C. Donc, étant donné qu'on est en rupture de stock et qu'il n'y aura pas de Raspberry avant très longtemps, mon projet est en berne. J'ai pas de solution pour le moment pour le continuer. Bon, j'ai pu réparer in extremis mon Raspberry en reformatant plusieurs fois la carte SD. Par contre, bon, j'ai testé ensuite un capteur dessus et ça a marché. Donc mon problème, c'est que le capteur qui est dedans ici, il doit pas fonctionner ou il doit pas être câblé correctement. Il faut que je le démonte et que je le remplace par un nouveau capteur en mettant les bons câbles. Ce qui est essentiel et qu'on remarque, c'est que c'est vraiment très important de faire les choses de façon modulaire et démontable. Parce que pendant la phase de débugage et d'assemblage, il y a toujours des composants qu'il faut changer, des choses. Là par exemple, j'ai perdu la position de mon câble, j'avais collé et mis dans un mini boîtier non démontable mon capteur thermique, même mon Raspberry. J'ai dû le démonter, tout redécabler, ça n'a pas été facile, d'où l'importance que peut avoir d'avoir des prises un peu partout et aussi peut-être un circuit imprimé plutôt que des soudures en vrac dans des fils. Tout ça, c'est quand même une base de réflexion importante et ça fait des choses que j'apprends au fur et à mesure. Alors voilà d'où semble venir mon problème. Là, j'ai enlevé le composant, j'ai l'impression que la prise a été arrachée et qu'il n'était plus branché dessus. Donc c'est pour ça qu'il ne pouvait pas le détecter. Donc il faut que je nettoie et que j'arrive à faire ressortir la prise de nouveau. Voilà, on dirait bien que j'ai réussi à dégager la prise. Maintenant, ce qu'il me faudrait, c'est un hub de bus pour installer ici. Je vais entreprendre de brancher le capteur que j'ai testé tout à l'heure et qui marche sur le fond là. Et après, j'essaierai de remettre le Raspberry pour tester. Bon, bonne nouvelle, on observe que ça marche. Et que même il capte le capteur au même endroit que quand je l'avais testé sur la télé. Donc je vais peut-être pouvoir tout réassembler comme c'était avant. Bon, j'ai tout recâblé, maintenant il faut tout retester. Bon, le câblage semble être refait avec succès, je testerai plus tard de nouveau toutes les fonctionnalités une par une. Enfin, là on voit bien que dans la carte, quand j'active tous les ports en mode out, eh ben, tous les relais sont mis en garde à vous. Bon, par contre j'ai toujours les fuites là, je viens de recevoir mon tube. Mais il me manque encore les raccords pour fignoler de ce côté-là avant de pouvoir vraiment tout tester l'esprit tranquille. Voilà, donc ici on peut voir le script d'initialisation, je l'ai amélioré. Donc j'ai rajouté un truc que j'ai pris sur un site. Donc on importe en plus un truc qui s'appelle SMBus. Après on a bus 1 pour le brancher sur l'i2c1. Ensuite on a ce petit bout de script en bas qui permet de lire. Donc là c'est le capteur 038 et de lire la valeur et de l'afficher avec un print. Pourquoi 038 la valeur l'adresse du capteur qui est là, 038? Parce qu'en fait, voilà, c'est ici. Si vous rentrez cette commande, i2c detect-y1, là on voit qu'il est branché là et que son adresse c'est 38. Et quand je lance ce script, donc si là je le lance, vous voyez qu'on obtient 24 degrés, ce qui me semble être une température cohérente. Grâce à ça, je vais pouvoir tester si le module Peltier fonctionne en activant les différents branchements. Voilà, donc pour mon premier test, je vais activer les ports GPIO 23, 24 et 12, ce qui correspond donc le circuit de diffusion thermique qui doit toujours être activé pour refroidir le peltier quand il est utilisé. 24 c'est le pôle P1, donc je ne sais pas encore si ça fera du chaud ou du froid, on verra bien. Et 12 c'est pour qu'il y ait une tension. Donc je vais activer ça, je verrai si c'est chaud ou froid, je changerai le commentaire en fonction de si c'est chaud ou froid. Et il me donne la température, donc je pourrai lancer plusieurs fois le script jusqu'à voir si la température monte ou descend. Bon, après l'avoir lancé, pour le moment il se passe rien, il y a toujours les fuites dans le système de refroidissement, mais j'espère que ça va tenir assez longtemps. On est toujours à 24 degrés, j'imagine qu'il faut un peu de temps. Peut-être j'irai toucher le fond de la marmite pour être... enfin du tonneau en métal qui fait monter son pour être sûr que ça chauffe ou que ça refroidit.
Voilà, vous pouvez voir au fond qu'il y a une espèce de marque, c'est là où le pelletier est relié et on voit que c'est froid. Et si on touche, en fait, il y a une toute petite couche de givre et là c'est un petit peu de glace que je peux enlever avec mon doigt. Donc là ça refroidit. Par contre malheureusement le thermomètre indique toujours 24. Donc il est possible que le module pelletier fonctionne et fasse du froid, mais que le capteur thermique en réalité ne marche pas ou que le morceau de programme qui permet de l'afficher ne soit pas le bon en fait, ne soit pas fiable, il donne toujours la valeur 24. Il n'y a rien à faire, on est toujours à 24, même après 2 ou 3 bonnes minutes. Je peux pas laisser le système allumé plus longtemps parce que j'ai toujours les fuites dans les tuyaux, donc il faudra que j'attende d'avoir changé mes tuyaux avant de recommencer à tester et que je regarde la doc du capteur thermique pour être sûr que je fais pas n'importe quoi. Voilà, il y avait donc un problème au niveau du capteur, j'utilisais pas la bonne librairie, ça c'est les nouvelles lignes de code pour lire la température et l'humidité, parce que c'est un capteur qui fournit à la fois la température et l'humidité. Pour pouvoir faire ça, il a fallu installer et importer des nouvelles librairies, qui sont celles-ci, Board et Adafruit _AHTX0, qu'on peut installer avec pip 3. Pour vous montrer plus exactement, c'est donc avec cette ligne de commande, celle qui est tout en bas, pip 3 installe, qu'on installe la librairie. Si maintenant je lance mon script, il nous montre que la température est 20,4 degrés Celsius et l'humidité 60,2%. Je propose donc de retester le refroidissement et le réchauffement à nouveau. J'ai donc décommandé les commandes que j'avais identifiées comme étant ce qui provoquait le pelletier froid et maintenant je vais relancer mon script. Et j'ai toujours la mesure de la température à la fin. Donc il me suffira de le lancer plusieurs fois pour voir l'évolution de la température. Donc après plusieurs mesures successives, on se rend compte que l'humidité est la première à diminuer, qu'elle diminue plus vite que la température, mais que la température commence à diminuer au bout d'un moment. Ce qui est bizarre parce qu'on s'attend normalement à ce que l'humidité augmente quand la température diminue. Non, c'est logique. Non, l'humidité devrait augmenter lorsque la température diminue. Nous avons diminué la température d'1 degré. C'est suffisant pour valider l'essai. Maintenant je propose de tester dans l'autre sens en réchauffant. Avant de passer du froid au chaud, il est préférable de tout éteindre, puis de rallumer une fois le chaud pour pas essayer de passer d'un état à l'autre de façon non contrôlée. Maintenant je vais lancer le script pour le chaud. On part donc de 17 degrés 45% d'humidité et on va voir comment ça évolue. Au début l'humidité semble remonter très brutalement, par contre la température a continué à diminuer sensiblement. On a un delta T plus important entre la température, pour la température que pour l'humidité. Maintenant que la température recommence à remonter, l'humidité recommence à diminuer en même temps. Là on est à 18,5 degrés. 19,76. Là par contre on a quelque chose de cohérent. Au fur et à mesure que la température augmente, l'humidité diminue. Je pense que l'augmentation de l'humidité au début est liée à la fonte des petits cristaux de glace qui ont dû se former pendant le refroidissement. La température est suffisamment montée pour que j'arrête le test à cet endroit-là avant qu'il y ait une inondation. Il faut encore que je recable les tubes. Voilà, le circuit de refroidissement a été renouvelé. Maintenant il est sans fuite et j'ai vidé des colliers et des jonctions. On a encore un peu d'air, mais là il faut remplir un peu parce qu'il y a eu beaucoup de fuite avant. Mais je pense qu'il est fonctionnel. Ce qui va m'intéresser maintenant, c'est de mettre toujours mon module pelletier sur froid
et voir jusqu'à combien est-ce qu'il arrive à diminuer la température et si tout se passe bien, que rien ne crame. Bon, si on touche ce tuyau là et qu'on touche ce tuyau là, on sent que celui-ci est un petit peu plus froid que celui-là. Au niveau du chauffage ici, c'est toujours froid. Par contre, au niveau de l'alimentation, là c'est brûlant. Donc j'espère que l'alimentation va tenir le coup. La pompe et le ventilateur semblent être éteints et pourtant la carte relais est toujours allumée. Donc il y a du jus dans certains trucs et pas dans d'autres. Je vais vite tout Oui, en fait il s'agissait d'une mauvaise manip de ma part. J'avais modifié le script donc c'est normal, ça s'est éteint tout seul. Bon, on voit qu'on est descendu à cet état jusqu'à 6,2 degrés en un peu moins d'une heure. Je vais essayer de rechanger le script et de le relancer une deuxième fois pour voir si je peux pas descendre encore. J'ai des messages d'erreur, manifestement le capteur thermique a bugué. C'est pas la première fois que ça arrive, je sais pas à quoi c'est dû, donc j'arrête l'expérience pour le... Après avoir branché, débranché et rebranché le capteur thermique, il est de nouveau présent. Par contre, ça va me poser des problèmes sur le long terme, parce que du coup, je sais pas à quel moment il va bugger et à quel moment ça va pas faire planter mon incubateur. Bon, après l'avoir relancé pendant une heure, et ben maintenant il est à 5 degrés. Je vais le laisser encore un peu et puis je vais revoir. Voilà, donc on peut descendre jusqu'à 4 degrés. Donc là il est 15h07 et on a commencé notre petite expérience, enfin recommencer à midi 30. Donc vous voyez quand même, en 2h30 on atteint la température minimum de 4 degrés. Maintenant je propose qu'on allume mes côtés chauds pour voir ce qui va se passer. Bon, au moment où je l'ai mis, tout a planté. Il semblerait que la ligne soit tombée en panne. Alors je sais pas si c'est lié à un mauvais câblage ou si c'est juste une demande de trop d'énergie. On va voir, de toute façon il y a déjà un risque pour que je sois obligé de reformater la Raspberry comme la dernière fois qu'il y avait une coupure intempestive. Il est possible que le bug soit dû au fait que je sois passé directement du froid au chaud sans marquer un temps d'arrêt entre les deux. Ce coup-ci, on peut considérer qu'il y a eu un temps d'arrêt puisqu'il y a eu un redémarrage. Je vais essayer de relancer le script. Et là, je pense que c'est bon, parce qu'il m'affiche la température, alors que la dernière fois qu'il avait planté, il ne m'avait rien affiché du tout. Si je relance, ouais, on est toujours bon. Donc voilà, là on est parti pour tester la chaleur, donc c'est vraiment indispensable de marquer un temps d'arrêt entre le passage du froid au chaud, et de ne pas passer directement du chaud au froid directement, sinon ça fait cramer la lime. Pour le moment, il semblerait que ça chauffe beaucoup plus vite que ça ne refroidissait. Bon, on va arriver proche des 50 degrés, je préfère arrêter l'expérience ici, parce qu'après j'ai peur qu'en fait il y ait des problèmes avec les plastiques et tout qui sont autour. Donc je l'arrête, température finale 47,2. Il ne nous reste plus qu'un détail à régler, c'est l'humidificateur. Ici le compresseur n'est toujours pas relié à la bouteille remplie, et il faut amener à ce tube là, ici. Donc il me faut du tube pour mettre dans le bouchon. Donc j'ai commencé par brancher un long tube ici sur le compresseur et à rallonger le tube qui va dans le tonneau. Je vais tous les deux les faire passer au travers le bouchon et essayer de faire quelque chose d'étanche. Je vais utiliser un couteau électrique pour faire les trous. Mon but est d'avoir une taille de trou qui se rapproche le plus possible du diamètre du tube que je veux mettre dedans. Voire même un trou un peu plus petit, c'est idéal pour essayer vraiment d'avoir quelque chose de totalement imperméable. Étanche en fait, je voudrais avoir quelque chose d'étanche. Après je vais coller avec le pistolet à colle. Voilà, le résultat est moins bien que ce que j'espérais, mais bon. Donc il y a une différence fondamentale entre les deux tuyaux. Celui qui va vers l'enceinte, il se plug juste en haut. Et celui qui arrive du compresseur, il y a un long tube qui dépasse pour qu'il soit après au fond de la bouteille. Maintenant ce que je veux c'est une bonne colmatation au pistolet à colle, avec une bonne étanchéité. Tout le défi c'est de réussir à mettre la colle pour boucher les trous sans faire fondre le plastique. Voilà, une fois que c'est collé avec le pistolet à colle, le défi ça va être de le revisser sans tout arracher. Une des techniques pour ça, ça peut être de faire tourner la bouteille au lieu de faire tourner le bouchon.
Maintenant je vais actionner le relais pour activer le compresseur pour voir si ça marche. Bon, dans l'axe, là c'est pas bon parce qu'il y a trop d'eau et du coup un peu d'eau va dans le tuyau, ce qu'on ne veut surtout pas. Nous on veut de l'air humide, donc il faut redévisser la bouteille et enlever un peu d'eau. Voilà, on va réessayer avec moins d'eau. Je vais aller le réactiver. Voilà. Donc là on est sur quelque chose de plus raisonnable. Le compresseur fait des bulles, là il y a une récupération de l'air humide qui ensuite est injecté dans le caisson. Par contre il vaut mieux que ce soit étanche ici, ou que le plus possible pour que ce soit efficace. Maintenant on va regarder si ça fait monter l'humidité dans l'enceinte. Donc là on est à 56,7. Là on est à 61,1. Mais en même temps la température a diminué. Donc il faut attendre suffisamment longtemps pour voir si c'est efficace. Voilà. Donc j'avais aéré le caisson pour l'aérer un peu. Et là maintenant, on voit bien que l'humidité monte même sans que la température bouge de manière significative. Donc de 1 ou 2% toutes les, je sais pas, 1 minute. Grâce à l'aide de l'humidificateur. Donc on peut aussi réguler en humidité. On va s'arrêter là pour le moment avec les essais. Maintenant que tout est débugué et que tout fonctionne, il n'y a plus qu'une seule chose à faire, c'est ranger les câbles qui pendouillent de partout, les attacher avec des colliers et des vis pour que ce soit un peu plus en ordre, en espérant qu'une fois que les câbles seront fixés, j'aurai plus de bugs avec le capteur de température. Bon, voilà ma mise au propre, c'est pas génial, visiblement un câblage propre. Et pareil avec les tubes, c'est pas quelque chose qui s'improvise à la fin. Il aurait fallu que je prenne les mesures, que j'imagine les chemins, que je les fixe au fur et à mesure, même pour les tubes, surtout pour les tubes, mettre des coudes au bon endroit, les bonnes longueurs, etc. Donc ce sera pour une prochaine réalisation. Pour celle-ci, il faudra se contenter de ça. Voilà, c'est tout pour cette vidéo sur le bricolage. La prochaine, ça sera sur la régulation.